Donc bonjour Clémence, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler du film La vie de Château. Donc pour rappel, La vie de Château, c'est un programme de 3 courts-métrages composé des films Pompier, Pompier réalisé par Yulia Aronova, Parapluie réalisé par Josette Pratt et Alvaro Robles, et La vie de Château, du coup réalisé par vous, Clémence Madeleine Perdrida et Nathaniel Hachimi. C'est ça. Donc le film La vie de Château fait partie donc de notre section scolaire, mais également du dispositif hors piste qui a lieu en ce moment jusqu'à fin janvier. La vie de Château, donc ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Violette et qui a perdu ses parents. Et on voulait savoir pourquoi vous aviez choisi de traiter de ce sujet-là avec Nathaniel. Alors, l'idée dans La vie de Château, c'était de parler d'une petite fille qui est vraiment à un statut d'héroïne, c'est-à-dire vraiment d'avoir cet enfant. Et surtout, on voulait aborder des sujets qui sont un peu difficiles, comme le deuil, comme la résilience. Et donc, du coup, c'était vraiment de prendre cet enfant, de lui donner quelque chose de très, très difficile à surmonter et d'avancer avec elle dans cette nouvelle famille qu'elle va constituer avec son oncle, donc Régis, et dans ce décor qui est un peu incroyable, qui est Versailles. Et du coup, vous avez réalisé ce court-métrage à deux avec Nathaniel. Comment vous avez réparti justement le travail sur ce court-métrage? Alors de façon un peu simple, on pourrait dire que j'ai fait l'écriture et que Nathaniel a fait les dessins. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on a travaillé main dans la main pendant tout le processus, qui était très long, parce qu'on a travaillé pendant plus de 2 ans sur le film. Donc il y a eu une première phase où moi j'ai écrit tout le scénario, tous les personnages, les décors, etc. Il y a eu une deuxième phase où Nathaniel a commencé à faire des dessins. Donc on est allés ensemble se promener dans Versailles, marcher dans les allées, faire des dessins de tous les lieux qu'on voit dans le film. Et puis ensuite, il y a eu une phase d'animation dans laquelle on avait beaucoup de personnes qui étaient embauchées dans l'équipe, qui animaient, puis on a fait la colorisation. Et tout ça, on l'a vraiment fait à deux. C'est pareil pour l'enregistrement des voix avec les comédiens, on était tous les deux sur le plateau tout le temps, pour le montage son aussi. Donc voilà, toutes les étapes de réalisation pure, on les a fait à deux. Justement, vous parliez du château de Versailles, et c'est aussi une de mes questions. C'est quand même un lieu hyper important en France, et un des châteaux les plus connus, notamment en France et en Europe. Pourquoi ce lieu ? Alors, en fait, on s'est vite rendu compte que le point de départ du film est assez triste, puisque Violette perd ses parents dans un Paris qui est un Paris du mois de novembre 2015, donc post-attentat très très douloureux. Et on avait besoin pour remonter ça d'un endroit vraiment féerique, d'un endroit un peu magique. Et je pense que même à l'écriture, moi, j'avais envie de faire la comparaison avec la figure de l'ogre, la figure de la princesse, et évidemment le château. Donc voilà, de prendre tout ça et de le retourner un petit peu. Et ça nous semblait évident que l'un des endroits proches de Paris qui pouvait apporter cette dimension féerique, c'était Versailles. Donc très vite, on est allé voir et puis on s'est dit, bon voilà, il faut que ça se passe ici. Mais dans le milieu particulier, qui est celui des agents d'entretien, qui est réel. Il y a vraiment des gens qui vivent sur place, comme le fait Régis. Et tout à l'heure, vous parliez aussi des dessins. C'était aussi une de mes questions, parce que le château est hyper bien retranscrit, avec ses jardins hyper détaillés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus aussi ? Alors pour tout le film, on est sur un rapport à l'image qui est très réaliste. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans le film existe. Donc par exemple, à un moment, Violette et Régis descendent dans ce qui s'appelle l'Araignée à Versailles. Donc c'est le système de circulation des eaux qui fait plus de 30 km et qui est vraiment qui existe, donc qui est pas accessible au public parce que c'est un petit peu dangereux, mais toute cette tuyauterie, elle existe. Donc on l'a dessinée d'après photos, d'après reportages télé qui montrent très bien les lieux. Et donc tout est vraiment inspiré du réel. Donc que ce soit la chambre de la reine, que ce soit évidemment la galerie des glaces qu'on connaît bien, mais aussi tout ce qui est à Paris, donc sur la place de la République, au bord du canal Saint-Martin, les tags qu'on a retranscrits qui sont ceux de l'époque. Donc il y a eu un gros travail de la part de Nathaniel de d'abord dessiner le réel et puis ensuite d'adapter évidemment pour la fiction, mais par exemple, même dans les trajets que font les personnages, c'est des trajets logiques. Moi, je déteste au cinéma quand on voit Paris et que quelqu'un passe d'un quartier à l'autre en 5 minutes, alors que moi, j'ai l'habitude de le faire et je me dis, mais non, mais c'est pas du tout, faut prendre un métro, faut changer à Châtelet. Et donc là, tout ce qui est trajectoire des personnages est aussi cohérent. Et c'est un film d'animation, donc c'est vous, avec Nathaniel, qui avez imaginé, qui avez dessiné les images. Alors, est-ce que aussi vous pouvez nous préciser d'où viennent les voix des personnages et comment vous avez, plus largement, travaillé le son et la musique, de ce film? Ah, c'est une vaste question. Pour ce qui concerne le son, il y a d'abord eu un enregistrement des voix
Donc on a demandé à Frédéric Pierrot et Anne Alvaro, qui sont des comédiens de théâtre et de cinéma, qui sont des gens formidables, de venir faire les voix de Régis et de Geneviève. Donc ils ont tout de suite accepté. Donc on a pendant plusieurs jours enregistré les voix avec eux. Et ensuite on a demandé à des enfants, parce que c'était important pour nous qu'on ait des enfants qui aient l'âge de Violette et de Malcolm, de faire les enfants. Parce que très souvent en animation on demande à des adultes de faire les voix des enfants. Là c'est pas le cas. Comme dans Ma vie de courgette d'ailleurs, où c'est des enfants qui doublent. Et donc les enfants sont venus en studio, ce qui fait que quand on a pu dessiner, les animateurs avaient la voix dans les oreilles, ils pouvaient faire les labiales précisément d'après le son qu'on avait déjà enregistré. Donc ça, c'était formidable. Ensuite, il y a eu une étape de montage son. Donc là, on a eu un monteur qui est venu, qui a récupéré comme ça dans sa banque de bruit différents sons pour voilà, être cohérent avec le film. Et là, c'est pareil, on a eu un rapport très réaliste, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre des sons réalistes avec ce qui est en train de se passer. Et la dernière étape, c'était la musique. Donc là, on a fait appel à un compositeur qui s'appelle Alban de la Simone, qu'on aime beaucoup. On avait beaucoup aimé son album, son dernier album. Et on lui a demandé de venir composer un thème. Notamment, Violette part plusieurs fois de l'école, elle fugue, elle veut rentrer chez elle. Et c'est toujours le même thème qui revient, mais on l'enrichit avec différents instruments. Donc là-dessus, on pensait bien sûr à Pierre et le Loup, où les instruments jouent des personnages. Donc par exemple, à un moment, quand Régis suit Violette, il y a un basson qui interprète un peu le personnage de Régis. Et ça, ce qui était génial, c'est qu'en fait, Albin de la Simone a composé à l'image. C'est-à-dire qu'on a montré le film pendant le studio et lui était au piano et il composait au fur et à mesure des images. Un peu, voilà, comme c'est dans l'histoire du cinéma. Donc c'était une chance de travailler avec lui comme ça. Dans le film, Violette, c'est une petite fille, donc une héroïne. Tout à l'heure, vous en parliez. Elle est fan d'égyptologie et d'ailleurs, elle corrige un de ses camarades en disant non, c'est pas de l'archéologie, c'est de l'égyptologie. Ouais. On voit souvent un œil aussi qui la suit sur tout le film quand elle va chez ses parents, quand elle se balade dans Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son personnage et pourquoi vous avez décidé de la décrire comme ça? Oui, alors c'est vrai qu'on avait envie qu'au début du film, il y ait quelque chose de plus poétique, de plus dans la tête de Violette et dans son monde imaginaire. Donc quand elle est à la cérémonie d'enterrement de ses parents, elle imagine que le maître de la cérémonie devient un prêtre égyptien, que les corps deviennent des sarcophages, etc. Donc on avait besoin qu'il y ait un monde imaginaire très grand pour qu'on comprenne que Violette, c'est une petite fille qui rêve de plein de choses. Et quand on lui dit qu'elle est pupille de la nation, ce qui lui vient tout de suite, c'est pas la notion un peu administrative d'être pupille, ce qui est le cas quand on devient orphelin, c'est vraiment le côté œil d'Horus, je vais être comme un œil qui flotte dans le ciel. Et d'ailleurs, à la fin du film, l'œil s'en va parce qu'elle est enfin dans une famille et qu'elle a trouvé du réconfort. Donc, toute la dimension égyptienne est arrivée quand on a pensé à son monde imaginaire et aussi au lien qu'elle a avec Malcolm, qui est son meilleur ami. Ils veulent tous les deux devenir égyptologues. Donc, ils ont un amour de l'histoire de l'art. Et d'ailleurs, à l'école, on voit que c'est pas non plus évident pour elle parce qu'elle est un peu pointée du doigt, notamment parce qu'elle a un pull un peu trop grand pour elle et qu'en fait, par rapport aux autres enfants, elle a plus son papa et sa maman. Et donc, le modèle classique familial pour Juliette, en fait, il est totalement chamboulé. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, c'est que elle dit et son oncle lui dit en fait maintenant on est une famille, on est deux, donc c'est toi et moi. Mais on comprend aussi qu'il y a ses grands-parents autour d'elle et qu'un modèle familial c'est pas juste un papa et une maman, enfin pas que, ça peut être aussi un oncle, une tante, des grands-parents. Ouais. Oui, on a beaucoup réfléchi à cette question-là. C'est vrai que dans les films, très souvent, les enfants perdent leurs parents. C'est un modèle qu'on a beaucoup l'habitude de voir, que ce soit dans les Walt Disney, que ce soit chez Harry Potter, même dans les Pixar. Enfin voilà, il y a souvent ce truc qui existe. Et nous, on avait envie aussi de parler de ça, de dire que tous les modèles de famille sont possibles. En fait, il faut simplement que les enfants se sentent bien, se sentent écoutés, aimés, entourés. Et là, en l'occurrence, elle trouve vraiment en Régis une figure paternelle en fait, et quelqu'un qui la protège, qui l'aime, qui a envie de faire en sorte que ça se passe bien. Et même si parfois il est pas très adroit parce que c'est lui qui lui achète un pull trop grand, il se rattrape toujours, il lui explique les choses et surtout il lui parle comme si elle comprenait le monde dans lequel il est. Il lui parle pas du tout comme à un bébé. Et ça, c'était important pour nous qu'ils aient un rapport très sincère l'un avec l'autre. Et comment du coup vous avez imaginé justement Régis, qui est quand même assez impressionnant, très grand par rapport à Violette. Voilà, comment vous l'avez réfléchi ça, ce personnage-là avec Nathaniel?
Et comment on a réfléchi? Nathaniel avait raison de dire qu'au début, il est beaucoup plus ogre qu'à la fin. Parce qu'au début, il est très très grand et très impressionnant, etc. Puis petit à petit, il redevient un peu plus réaliste. Et c'est vrai qu'on l'a pensé comme quelqu'un qui est bourru, quoi. Donc quand on l'appelle au téléphone, il fait allô, il est pas content qu'on le dérange. Donc c'est quelqu'un qui est passionné par son travail, qui a pas envie qu'on l'embête, qui aime pas être dans les bouchons du périphérique. Donc voilà, il est tout le temps comme ça, un peu bourru, mais au fond, évidemment, il a un très très grand cœur. Et évidemment, comme il est bourru et qu'il dit les choses, c'est aussi ça qui va faire que Violette comprend qu'il y a eu une dispute familiale, que Régis voyait un peu moins la famille, que c'était difficile avec ses parents, mais que pour autant, c'est avec lui qu'il voulait qu'elle soit. Ok. Donc le film donc La vie de château sort le 24 février 2021 en salle de cinéma, et du coup on a vu aussi que vous aviez avec Nathaniel que vous vous avez fini une BD justement sur la suite des aventures de Violette et Régis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Alors c'est pas une BD, c'est un roman jeunesse qui va être publié le 3 février à l'École des loisirs. Et donc en fait, quand l'École des loisirs a vu le film, ils nous ont demandé si ça nous intéressait de l'adapter. Et donc on a fait un énorme travail qui nous a un peu dépassé nous-mêmes parce qu'on y allait en disant ouais super. Et en fait, on s'est rendu compte que écrire un livre, c'était pas du tout pareil que écrire un scénario ou dessiner pour le cinéma. Donc moi, j'ai entièrement repris l'histoire. Donc il y a des choses dans le livre qui ne sont pas dans le film, puisque le livre est un livre avec différents points de vue. Donc on entend la voix intérieure de Violette, la voix intérieure de Régis, la voix intérieure de Geneviève. Et Nathaniel a redessiné aussi pour la bande dessinée vraiment les dessins d'illustration. Donc ça a été un travail parallèle très intéressant à faire en parallèle du film. Ouais. Bon, en tout cas, on espère que le film aura plu. Je pense qu'il aura plu. Et merci pour ton temps. Merci à vous de cet entretien.